Coucou, c'est Binge Audio. Chers auditeurs, voici le dernier morceau de l'enregistrement des échanges dans les librairies. Dans celui-là, on a rassemblé tout ce qui concernait les coulisses du cœur. Alors, c'est un chapitre dans le livre spécifique, les coulisses du cœur sur la table. Mais là, à l'oral, on raconte comment on a travaillé, comment on a procédé, combien je gagne, qu'est-ce qu'on fait quand on est en burn-out militant et comment le livre a été conçu. Si vous m'avez déjà entendu raconter mon parcours en long, en large, en travers, vous pouvez déjà sauter à la minute 5 de l'épisode, puisque c'est la première question que m'a posée Juliette de la librairie La Madeleine à Lyon. Bonsoir à toutes et tous, parce qu'il y a des hommes par là-bas, je vois. Alors, tout d'abord, ma toute première question, on passera un peu ton parcours, parce que tu es journaliste. J'ai vu, tu as fait la Grande Librairie notamment, c'est ça. Du coup, comment t'es passé quel est ton parcours avant d'être journaliste et comment t'es passé de journaliste à podcast? Qu'est-ce que le podcast apporte de plus qu'un journalisme un peu traditionnel, on va dire, entre guillemets? Alors, donc mon parcours, donc là j'ai 32 ans. Donc je suis née en 89. La fille avait raconté toute sa vie pendant 1 heure. Non, ça je vais pas faire ça. Non. Alors le parcours, eh bien c'est dans les couilles sur la table. Le livre, j'explique ma position sociologique, quoi. Moi je suis née dans une famille de classe moyenne, des CSP+. Mon père était médecin, ma mère était guide de voyage. Ils sont séparés quand j'étais assez jeune. Et donc j'ai grandi ensuite entre Tours et Paris, et puis j'ai grandi surtout en pension quand j'étais petite, de 5 à 10 ans, j'étais dans une pension pour enfants. Et donc on m'encourageait beaucoup à lire des livres. Voilà. Donc mon parcours avant de devenir journaliste, c'est de lire beaucoup de livres, ce qui est évidemment un goût personnel, mais qui est aussi un goût qui marque la classe sociale dans laquelle j'ai grandi. C'est-à-dire avec beaucoup d'accès à la culture, au cinéma. On écoutait la radio. J'étais encouragée à lire l'actualité, à m'intéresser au monde et tout ça. Voilà. Donc c'est aussi une certaine forme de privilège de classe sociale. Donc ça, c'est d'où je viens. Après, j'ai fait des études à Sciences Po. Je savais que je voulais être journaliste. Je suis allée étudier 1 an aux États-Unis. Je suis revenue, j'ai travaillé pour France 2 pendant 3 ans. Ce qui m'a sauvée, parce que j'étais boursière et donc financièrement, ça m'a sauvée. Ça ne m'a pas tellement plu, cette forme de journalisme traditionnel. Je travaillais au journal télévisé. Et donc je suis allée élever des chèvres dans une communauté en Andalousie, dont je parle un peu dans le cœur sur la table, dans le chapitre qui s'appelle Devenir chèvre. Et parce qu'en fait je savais pas du tout à quoi m'employer. En fait j'étais assez mauvaise dans tous les travaux, enfin tous les boulots par lesquels je passais. Et j'étais féministe mais sans militantisme. Par contre j'avais milité dans des organisations d'extrême gauche plutôt. Voilà pour le parcours. Et puis ensuite, oui, j'ai travaillé à la Grande Librairie, qui est une émission littéraire, parce que j'aime vraiment beaucoup les romans. D'ailleurs, vous verrez que dans le livre Le cœur sur la table, il y a des dizaines de romans et d'essais qui sont recommandés. Et puis, pourquoi j'ai fait ça après ? Oui, voilà, en fait, ça me plaisait pas tellement. Et j'avais envie de développer mes propres sujets. Je voyais bien que dans le journalisme dit traditionnel, ça allait pas tellement pouvoir me convenir parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à écrire. Donc, écrire des articles, c'était difficile pour moi. Et puis j'ai voulu faire mes propres sujets. Et donc, tout en haut de ma liste, il y avait ce podcast que je voulais faire sur les hommes et la masculinité, où je voulais interviewer des chercheuses et des chercheurs, puisque les travaux que je lisais me passionnaient. Et je me disais, bon, ils abordent quand même l'éléphant au milieu de la pièce, c'est-à-dire si on vit dans un monde patriarcal, eh bien, les hommes, ils ont une grande responsabilité, la façon dont est construite la masculinité, le genre, etc. Donc, il s'agit d'en parler. Donc, du coup, j'ai lancé ce podcast Les couilles sur la table via Binge Audio. C'était pas quelque chose que je pouvais faire toute seule. C'est-à-dire qu'il fallait un média, quoi, pour produire. Et voilà. Et c'était passionnant à faire. C'était
C'était une chance assez inédite. C'était le moment où les podcasts devenaient de plus en plus populaires. J'avais fait avant un premier projet pour Arte Radio qui s'appelle Hélas, c'est le drame, sur pourquoi tous les journalistes parlent de la même façon, qui était mon premier podcast. Vous savez pourquoi ils ont tous la même voix au journal télévisé? Je m'étais un peu vengée du coup comme ça de mes années à France 2 et voilà, et donc les couilles sur la table, ça a donné lieu à donc ces entretiens, ça a donné lieu à un livre, on a fait un spectacle aussi avec mes collègues de Binge Audio pour d'autres podcasts de Binge Audio, et puis après je voulais en fait dans ma liste là de choses que je voulais absolument faire, il y avait les couilles sur la table, et puis je disais je veux vraiment faire un documentaire sur l'amour, et donc finalement voilà 15 ans après en avoir eu l'envie, voilà, maintenant il y a le cœur sur la table. Du coup, je voulais vous demander effectivement la fabrication un peu d'un épisode, si c'était, je sais que vous avez des rituels d'équipe et dont vous avez commencé un peu à répondre. Comment on fabrique un épisode du podcast Le cœur sur la table, si vous pouviez un peu nous raconter ces coulisses-là. Mais j'y pense. Après, je m'assois, j'écris le texte et ça va tout seul. Non, c'est pas vrai. C'était un enfer. C'était horrible. Non, c'est pas. Non, je vais dire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, en fait, le processus a été le suivant. Donc, pourquoi je l'ai fait, ce podcast Le cœur sur la table, à quoi ça sert et pourquoi c'est la suite un peu des couilles sur la table, c'est qu'en fait, ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast sur les relations. Donc, je disais vaguement faire un podcast sur les relations. Donc, au début, j'ai cru que ça parlerait aussi des relations avec la nature, avec les morts et les rêves et un truc avec le lien, quoi, la relation. Bon. Et je me disais, je vais pas faire des entretiens avec des intellectuels comme je faisais pour les couilles sur la table, parce que, en fait, je trouve que pour chaque sujet, il faut trouver la bonne forme. Donc, en fait, assez vite, je me suis dit non, en fait, je voudrais qu'il y ait toutes sortes de voix différentes, toutes sortes de personnes différentes qui s'expriment dedans et qu'il n'y en ait pas au-dessus des autres et que moi, je puisse parler aussi, mais qu'il y ait beaucoup de place donnée à la musique, qu'il y ait une sorte de voix à part entière, en fait, de l'épisode. Et donc, la façon dont ça s'écrit, en fait, le processus a été le suivant. J'ai d'abord lu tout ce que je pouvais, mais ça faisait déjà des années que je faisais des recherches dessus, sur l'amour, les relations et comment on le pense d'un point de vue politique. Ensuite, il y a eu toute une phase de recherche de témoignages et voilà. Donc là, il y a eu des groupes de parole que j'ai organisés un peu partout ou que j'ai organisés avec l'aide de personnes qui m'avaient écrit. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont participé à des groupes de parole qui sont présentes ce soir. Pensez-y si vous voulez leur poser des questions. Et ensuite, donc en fait, c'est de la collecte de plein de sons, de la matière sonore, où je savais à peu près où je voulais aller. Et ensuite, donc il y a 70 heures de rush. Donc il faut retranscrire ça. Et ensuite, il fallait le construire et donc il fallait trouver la forme. Et donc là, ce qu'on a fait, je sais plus parce que j'ai oublié toute cette période, mais en gros, ça a commencé l'année dernière, à peu près à la même époque. Et donc, le processus d'écriture consistait à avoir résumé tout ce que les personnes disaient, résumé ce que moi je voulais dire, résumé chaque bouquin que j'avais lu, le noter sur des petits bouts de papier, découper tous les petits bouts de papier, prendre des grands panneaux, coller les centaines de petits bouts de papier, me demander dans quel sens j'allais les mettre. Et à la fin, au bout de 15 versions, ça donnait un épisode. Voilà quel était le processus d'écriture. Mais Naomi Titi, qui est la productrice du Cœur sur la table, qui est là depuis le début, est présente aussi ce soir. Peut-être elle aura d'autres souvenirs de comment ça s'est passé. Mais aussi, ça implique que je fais 4 versions d'un épisode, que ça ne va pas, je m'arrache les cheveux. Les filles trouvent non plus que ça va pas. Donc les filles, c'est Solène Moulin, Diane Jean et Naomi Titi. J'appelle mes amis, je les saoule pendant des heures avec ça. J'appelle Bertrand Guillot, je le saoule avec ça. J'appelle Gwen, je le saoule avec ça. Enfin, j'appelle plein de gens, voilà. Et après, à un moment, ça donne un truc. Et généralement, c'est dans le studio, en enregistrant, que je change ce que j'ai écrit. Donc ça les rend folles aussi, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok, très bien. Et moi, j'avais noté, mais vous avez aussi commencé à répondre à cette question. J'avais noté dans le sommaire du premier livre, donc des couilles sur la table, j'avais noté les professions des personnes interviewées, enfin les statuts, et donc je me suis amusé à les lister. Donc il y a un chercheur, enfin des directeurs, romancières, comédiens, documentaristes, des journalistes, ingénieurs, enfin toute une figure de sachant, d'intellectuel. Et dans le deuxième podcast, même si cette figure de l'intellectuel ou du sachant est toujours présente, elle a quand même un peu disparu. Et j'ai noté une phrase qui est en exergue de cet ouvrage là, qui vient de sortir, Le prix à payer, mais qui est d'abord tirée d'un livre de Monique Wittig, La pensée straight, et qui dit
Tous les opprimés le connaissent et ont eu affaire à ce pouvoir. C'est celui qui dit « Tu n'as pas le droit à la parole parce que ton discours n'est pas scientifique, pas théorique. Tu te trompes de niveau d'analyse. Tu confonds discours réel. Tu tiens un discours naïf. Tu méconnais telle ou telle science. Tu ne dis pas ce que tu dis. » Et je me suis demandé quand même s'il y avait, mais vous avez un peu répondu, s'il n'y avait pas une volonté de relégitimer le discours individuel du vécu en disant que ça aussi, ça a une valeur. Merci, oui, de cette analyse-là. Oui, ça me paraissait absurde de faire un projet documentaire sur les relations en interviewant que des experts. En plus, experts de quoi ? Enfin, ça serait... En fait, chacune est experte de sa propre vie, de ce qu'il ressent et tout ça. Donc, en fait, le travail documentaire, il consiste... Enfin, on trouvait avec l'équipe, à aller plutôt chercher ce que les gens avaient à dire de plus... ce que les personnes avaient à dire de plus personnel, de plus concret sur leur vie, leurs expériences, leur vision de l'amour. Mais quand même, en disant ça, j'ai pas fait des micro-trottoirs non plus dans la rue. C'était pas ça. C'était la question que je me posais, c'était comment est-ce qu'on fait advenir cette parole-là, qui est une parole d'expertise sur sa propre vie, mais aussi la plus personnelle, la plus sincère possible. Et c'est presque musical, en fait. J'imagine que vous le sentez aussi quand vous avez des conversations avec des proches, ou parfois des inconnus, dans des bars ou dans des soirées, le moment où d'un coup les gens commencent à dire la vérité, à parler très honnêtement. Et on peut appeler ça, c'est un peu new age de dire ça, mais je m'en fiche parce que je suis assez new age comme fille aussi, de parler avec le cœur, là, de dire des choses, voilà. Donc j'étais obsédée par ça et c'est une recherche musicale. Du moment où ça prend des accents vrais, on dit pas des trucs pour se vanter, on dit pas des trucs, voilà. Et donc oui, c'était vraiment important. Encore une fois, ça aurait été absurde de faire le cœur sur la table. Enfin, ça aurait rien eu à voir, en fait, en interviewant des philosophes qui avaient écrit des trucs sur l'amour. Et donc, vous avez commencé à en parler. Donc, cette collecte de témoignages passe par la pratique des groupes de parole. Vous avez alors, je sais plus si c'est un interlude ou un épisode, je crois que c'est un interlude dans la saison consacré à cette pratique. Est-ce que, qui, j'ai l'impression, est pas très connu en France, peut-être plus issu du monde anglo-saxon, enfin, je sais pas trop. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, alors c'est pour ça qu'on l'a rajouté aussi à la fin. Dans les prolongations, là, il y a un mode d'emploi là pour faire les cercles de parole, parce que donc évidemment, je n'ai rien inventé du tout. C'est une pratique militante très commune. Je ne sais même pas quand est-ce que ça a été inventé, mais en fait, on peut imaginer que c'est depuis le début de l'humanité que les gens s'assoient en cercle et se disent des choses. Et donc, en France, en réalité, ça a existé. C'est les groupes de conscience qu'on appelait dans les mouvements féministes des années 70. Où le principe est quand même de politiser des vécus intimes, de parler à la première personne, de ne pas commenter ce que disent les autres, de ne pas juger ni donner de conseils. Et en fait, ça paraît très très simple, mais on a peu l'occasion de le faire. Et quand on commence à le faire, on se rend compte qu'il se passe quelque chose de très fort. Et c'est assez inexplicable. D'ouvrir un espace d'écoute, en fait, radical. Et de dire sa vérité ou sa propre histoire sans faire de généralisation, sans monter dans les concepts, sans donner de grandes leçons, tout ça, juste raconter soi, ce qu'on a vécu. Bon. Et je voulais que ça s'entende dans le documentaire, encore une fois, parce que c'est une des façons de parler avec le cœur, là. Voilà. Et je suis très contente qu'on ait gardé ça, on a gardé les rires, on a gardé et la parole qui était déployée dans ces espaces-là ne ressemblait pas du tout dans la texture, dans ce qui était dit, à celle que je pouvais avoir en tête-à-tête, par exemple, avec des personnes. Et donc, c'est pour ça, et qu'après, donc dans chaque épisode, il y a des extraits de paroles qui ont été prononcées dans des cercles de parole. Même parfois, Solène Moulin les a repris pour les tricoter dans ses compositions musicales, parce que toute la musique du podcast est composée sur mesure. Mais Solène Moulin explique à la fin du livre comment est-ce qu'elle a fait pour composer tout ça. Et pourquoi je racontais ça ? Parce que voilà, donc oui, c'était et voilà. Et donc ce qui s'est passé après, comme à chaque fois on disait, mais voilà, dans un cercle de parole et tout, là on a reçu beaucoup de messages régulièrement. Tous les jours on reçoit des demandes de personnes qui disent j'aimerais participer à vos cercles de parole. Je le redis, je n'organise pas de cercle de parole, mais vraiment le but c'est que les gens le fassent et faites-le en fait avec vos sœurs et des gens que vous connaissez pas et pour expérimenter ce que ça fait. Voilà, et c'est très puissant comme pratique. Je sais que Charlotte Bien-Aimée, qui est une podcasteuse documentariste féministe, pour qui j'ai une grande admiration,
le fait aussi. Et on trouve toutes les deux que c'est vraiment, ça n'a l'air de rien, mais c'est très fort. Vous pouvez le faire avec votre famille, vous pouvez le faire avec des gens que vous connaissez pas et tout ça, mais voilà. Merci. Et donc, vous avez évoqué tout à l'heure le studio Binge, donc l'équipe qui participe à la création, à la rédaction des podcasts. Aujourd'hui, du coup, Binge, c'est aussi maintenant une maison d'édition donc dans laquelle vous êtes publié. Il est là. Et il y a d'autres, on a mis des livres, là, il y a d'autres livres à paraître. Et vous allez être... Vous les avez là ? Ils sont sur la table là-bas. Je vais les montrer. Je pense, ouais, super. Et merci beaucoup, faites mon travail. Et voilà. Attends, okay. prends celui-là. Merci. Ouais. Et du coup, je me demandais si vous pouvez nous parler donc de cette collection sur la table. Oui. Alors je vais pas répondre à votre place, mais voilà, si ça allait être des essais, de la fiction, enfin, je vous laisse en parler. Oui. Alors, franchement, ils sont beaux. Oh là là. C'est cette couverture, et surtout à l'intérieur, c'est tellement bien. Donc, pour l'instant, il y a 2 essais qui viennent de paraître. Donc voilà. Alors, donc Binge Audio Édition. Donc Binge était au départ un studio de podcast et on a fondé cette maison d'édition aussi parce que il se trouve pour le livre Des couilles sur la table, les propositions des maisons d'édition ne convenaient pas du tout. En fait, voilà, plein de raisons. C'était soit ils trouvaient que le titre était trop vulgaire, ils voulaient que je mette des dessins girly. Ouais. Pour adoucir un peu le propos. Le processus avait été d'abord de démarcher des vraies des maisons d'édition étaient venues me voir et disaient c'est pas mal, mais c'est un peu agressif, non, comme je disais, ouais, on pourrait mettre des dessins, non. Enfin, voilà, c'était fou. Donc finalement, Joël Renès, qui est le patron de Binge Audio, enfin l'un des 3 fondateurs, 3 cofondatrices, avec Gabriel Borichard et David Garzon, a dit c'est quoi le bouquin, on va le faire nous-mêmes. J'ai dit d'accord, mais donc il faut une super éditrice. Et c'est là que Karine Lanini rentre dans le jeu de ça, parce que c'est une extraordinaire éditrice, donc et en fait, avec elle, on a pu tout décider de la maquette et tout. Donc, si vous ouvrez les bouquins de Binge Audio Édition, vous verrez que tout est très soigné, les illustrations, la maquette, tout a un sens, tout a été relu, il y a des tas de notes. Enfin, voilà, c'est pas, on se dit, on va pas faire des livres en noir et blanc, quoi. C'est pas, parce qu'on voulait que la forme du livre, corresponde au fond aussi. Bon. Ensuite, quand j'ai fait les recherches sur pour le cœur sur la table, donc j'ai collecté toutes sortes de choses, de textes, de fanzines, de brochures anarchistes, de livres en espagnol et en anglais. Et en fait, je me disais qu'il y avait vraiment une énorme matière sur les relations, mais souvent en langue étrangère. Et donc, je trouvais ça dommage. Donc, je pense qu'on devrait faire circuler ces textes. Donc, c'est ça qui donne lieu, par exemple, à la publication, et vous le voyez en avant-première parce qu'il sort dans 3 jours, de Révolution amoureuse de Coral Herrera Gomez, dont on parle dans le 3e épisode, parce qu'il se trouve que en Espagne, il y a toute une réflexion sur les mythes de l'amour romantique et une politisation des mythes de l'amour romantique, et vraiment une réflexion sur tout ça, et de nombreux textes qui sont écrits. Je trouvais que celui-là était vraiment important. Donc je suis vraiment très heureuse qu'on l'ait traduit. Et quant à Juliette Drouard, sortir de l'hétérosexualité, moi ça faisait longtemps que je suivais le travail de Juliette Drouard. En fait, il m'a invité à déjeuner il y a 2 ans, il m'a retourné le cerveau. En fait, j'avais pas tout compris sur un certain nombre de trucs, donc voilà. Et pareil, c'est un texte très important, très pratique, très accessible. Et vous parliez de la pensée straight tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment... parfois, les gens trouvent ça difficile de lire la pensée straight. Bon, voilà, là, il y a Juliette Drouard qui a fait vraiment un travail d'accessibilité, de vulgarisation, d'explicitation incroyable. Et en fait, on va publier dans cette collection, donc c'est moi qui la dirige, et on publie des textes où je veux qu'il n'y ait pas une page en trop, il n'y a pas de gras dedans, que vous puissiez le faire lire à toutes sortes de personnes, que vous ayez fait des études, pas fait des études, il n'y a pas de mots compliqués, tout est expliqué, en tout cas. Voilà. Et toujours avec cette optique de politiser ce qui paraît intime, et de faire ce que j'appelle, faute de meilleure formule, du développement personnel politique, ou du développement personnel collectif. Voilà. Je sais pas si c'est bien clair, mais... Parce que, en fait, dans les rayons des librairies, là, vous êtes envahis de tas d'ouvrages de développement personnel pour expliquer comment aller mieux, comment... Oui. Ouais. Mais ouais, mais on ricane, mais moi je trouve ça très important, en fait. Bien sûr que tout le monde a envie d'aller mieux, donc
Non, mais aller mieux politiquement, c'est un autre projet. C'est un super projet. Je vous remercie. Merci. Et je vais passer le micro à... Voilà, donc il y a un micro qui va circuler dans la salle. Bonsoir. Merci beaucoup. En fait, d'une certaine manière, vous vivez un peu mon rêve, c'est-à-dire que vous faites de la recherche sans label académique. Du coup, ma question, c'est comment est-ce que vous gagnez votre vie ? Ok, bah oui. Alors, merci beaucoup. Très important de parler d'argent. Et ben oui, parce qu'il y a ça aussi. C'est bien malin de dire ah oui, je peux vivre la relation que je veux, soyons tous libres. Mais ça dépend des conditions matérielles dans lesquelles on est. Et c'est en ça que l'hétérosexualité, par exemple, on peut l'aborder. Enfin, c'est aussi une question politique, c'est une question matérielle en fait de qui a l'argent, quelle liberté, comment, pourquoi et tout. Alors, voici comment je gagne ma vie. Je suis salariée en CDI de Binge Audio. Je suis rédactrice en chef là-bas. Je gagne 3 000 € bruts par mois. Ça fait 2 300 net à peu près. Sous la convention collective des journalistes. Je suis en CDI chez eux depuis maintenant 2 ans. 3 ans. J'ai commencé comme pigiste. J'ai pu être pigiste, c'est-à-dire que j'étais journaliste, vous savez, quand on vend ses articles ou ses projets à différentes rédactions. Et par exemple, j'ai pu être pigiste, donc on gagne pas beaucoup quand c'est comme ça, mais parce que j'avais des droits au chômage ouverts par un autre CDI que j'avais fait avant à la Grande Librairie. Et puis surtout parce que j'habitais avec un mec qui gagnait bien sa vie, qui m'avait soutenu pendant ma vie de pigiste. Liberté de le faire, voilà. Ensuite, comment je gagne ma vie ? Alors après, il y a comment Binge Audio gagne sa vie. Ouais. Parce que tous les contenus que vous écoutez sont proposés gratuitement. Alors Binge Audio, c'est un média, mais c'est un média de podcast, et c'est les seuls médias qui ne reçoivent pas d'aide publique, contrairement à tous les autres médias. Donc on n'a pas de crédit d'impôt, ni de subvention. Je dis on, parce que ça fait 5 ans que je travaille pour Binge Audio maintenant, et je suis très très fière de ce média. Je trouve que c'est beau ce qu'on est en train de fabriquer. Dur parfois, mais c'est beau quand même. Ouais. Et donc, comment Binge Audio gagne sa vie ? Eh bien, avec les pubs que vous m'entendez parfois faire pour des culottes de règles ou des calendriers de l'Avent érotiques ou des... J'ai fait des tas de trucs, voilà. Et donc ça, j'ai le choix de refuser ou non de faire ça, mais ça, c'est des publicités, enfin des sponsorisations, donc on dit notre sponsor, donc ça, les annonceurs payent pour ça. On fait aussi beaucoup de programmes, ce qu'on appelle du brand content, donc du contenu de marque, et du contenu de marque de qualité. Par exemple, la marque Épar va venir voir Binge Audio parce qu'ils veulent créer un podcast, et donc on va se mettre à créer un podcast qui s'appelle Chronique de l'intérieur. Très bon podcast. Voilà. Mais ça, c'est Épar, par exemple, voilà, donc c'est très important. Et puis, la troisième source de revenus, ce sont les produits dérivés de nos programmes. Donc, quand vous achetez le livre du cœur sur la table et des couilles sur la table, et nos autres livres, en fait, ça finance aussi nos activités de podcast. Voilà. C'est pour ça, par exemple, qu'on a fait des campagnes de pré-vente en ligne, ce qui a permis à Binge Audio de bien gagner sa vie, et à moi aussi de bien gagner ma vie. Puisque pour rentrer dans les détails, quand on fait des pré-ventes, quand vous achetez en vente directe, donc désolé, après, on aime aussi les libraires indépendants, mais oui. Ça veut dire que moi, j'ai 25% de droits d'auteur, ce qui est impossible dans un livre vendu en librairie. Quand vous achetez un livre en librairie, vous savez que la personne va gagner, c'est 8% à peu près, les droits d'auteur. D'accord ? Ça veut dire un livre à 20 €, une personne elle va gagner entre 1 et 2 €. Voilà. C'est normal, c'est parce que il faut payer les libraires, 30% du prix du livre. Voilà, les distributeurs, l'éditeur, etc., etc. Mais bref, voilà, donc ça contribue aussi. On a aussi fait des jeux, on a fait des spectacles, on a fait, voilà, donc c'est comme ça. Et donc voilà comment je gagne ma vie. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, et quand même, pour terminer sur ces conditions matérielles, là, il est évident que du coup, la vente ou l'écriture d'un livre comme Les Couilles et comme Le Cœur change ma vie, d'un point de vue matériel. Et que du coup, ça m'a donné... c'est assez rare quand vous dites d'avoir la chance de pouvoir faire de la recherche sans être... alors, je sais pas, moi, j'ai pas le niveau Enfin, c'est pas la même méthode, je suis pas universitaire, je sais pas, c'est autre chose. Mais par exemple, Le Cœur sur la table, voilà, Binge Audio, ils ont dépensé de l'argent pour ça, ils m'ont laissé tranquille pendant plusieurs mois, il y a une équipe, je suis pas toute seule à le faire et tout, donc c'est des très bonnes conditions de création aussi, malgré tout.
Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre travail. Merci. Moi, j'avais une question. On parle beaucoup du burn-out militant. Il y a beaucoup de militantes qui sont concernées, en particulier celles qui ont commencé à militer sur les réseaux sociaux et qui se sont pris une vague dans la tête et qui n'ont pas réussi à gérer parce que c'était trop. Comment vous faites en fait pour gérer ce militantisme et pour gérer la colère qu'on a toutes au quotidien, je pense, qui peut dévorer souvent. Donc comment vous faites? Merci pour cette question. De rien. Déjà, je suis pas à plaindre. Ok, déjà c'est un premier truc, c'est qu'en fait, moi je milite pas sur le terrain. Je me prends pas la violence dans la tête. J'ai pas. Par ailleurs, je suis assez épargnée en fait des vagues, notamment de harcèlement, de cyberharcèlement, parce que je suis blanche, parce que je suis cis, parce que je suis hétéro, parce que je suis CSP+. Ok, donc du coup, on m'en veut moins. Voilà, je me prends pas ça. Après, alors effectivement, il y a une forme de. Je vais être honnête. De toute façon, voilà. C'est fatigant par contre de regarder ça, mais je vais pas dire c'est vraiment dur et tout. Oui, mais c'est ce qui m'intéresse, donc voilà, je pense que c'est juste de le faire. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, au moment de l'écriture des couilles sur la table et puis là du cœur, en fait, ça réfléchir toute la journée aux mécanismes de violence. Pourquoi la violence? Pourquoi la domination masculine? Pourquoi le viol? Pourquoi les hommes violent? Pourquoi il y a tant de meurtres? Et de lire encore tous les détails des féminicides et de toutes les horreurs en fait sexistes possibles et d'entendre encore et encore et de regarder ça, ça m'atteint. Mais c'est normal. Voilà. Bon. Alors comment faire? En soi, on pourrait dire, pardon, je ne veux plus en entendre parler. Mais c'est pas possible. Donc, je me dis, technique Spinoza, quoi. T'as les passions tristes, tu vois. Donc, c'est horrible, hein. Tu peux dire. Donc, moi, j'ai envie de tout péter très, très souvent, ok. Donc, sauf que je le fais pas parce que j'étais socialisée comme une fille, comme une bourge et tout aussi. Donc, je fais pas ça, hein. Je casse pas les trucs, voilà. Par contre, je me faisais beaucoup de mal à moi, ok. Donc, j'ai fait ça à peu près toute ma vie. Là, j'essaie de moins le faire, voilà. C'est ce qui peut prendre toutes sortes de formes, hein, vous savez, de retourner la violence contre soi, bon. Et technique Spinoza, donc contrer les passions tristes par des passions joyeuses quand même. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Alors j'ai reçu plein de messages de reproches de ça. On trouve que je suis vraiment béni oui, que mon côté vraiment hippie avec la joie. Bon, c'est ma façon de tenir en fait. Sinon je vais me jeter par la fenêtre en réalité. Bon, donc c'est pour ça que j'insiste tellement sur le fait que, par exemple, on pensait à ça aussi. On voulait pas désespérer les gens avec ce livre, avec ce podcast. Pas au sens de raconter des belles histoires, que ça va arriver, qu'en fait tout va bien se passer et tout, mais de dire tout existe en même temps. D'accord? Donc là, par exemple, de nommer les violences, d'examiner les mécanismes, de comprendre et tout, c'est dur, mais ça permet, je crois, des changements et des relations et des situations où on peut inventer autre chose quand même, une fois que tu as nommé ce qui n'allait pas. Quand même, un tout petit peu. Ça veut dire que tu changes le monde, ça veut pas dire que... Mais un tout petit peu, quand même. Donc, du coup, ma technique à moi, c'est le joie maximum. Pas au sens de m'oublier, ou je sais pas, mais ça veut dire, ça passe par toutes sortes de sources vitales, pour moi. Et donc, c'est danser, c'est écouter de la musique très fort, c'est vivre des belles relations dans ma vie. C'est le cœur sur la table, ça peut pas exister sans l'équipe du cœur sur la table, par exemple. Sans Naomi Titi, sans Solène Moulin, sans Diane Jean, et quelque part sans Bertrand Guillot, qui est mon amoureux. Ça aussi, c'est une relation très importante. Mais aussi sans mes amis, sans une autre relation importante qui est celle que j'ai avec Gwen, par exemple. Voilà. Et ça demande tout ça pour tenir. Voilà. Mais j'aurais pas de conseils à donner sur le burn-out militant et tout. Quoique, quand même, du coup, je vais m'arrêter pendant un moment là. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on a chaud? Il y a que moi. On est chaud? Vous êtes bien assises? Assis? Ouais, ça va? Ok. Bonsoir. Bonsoir. Dans le cœur sur la table, vous donnez la parole à énormément de personnes, mais contrairement aux couilles sur la table, vous parlez aussi de vous, de votre vécu, de votre expérience, et je voulais savoir si ça avait été une expérience facile. Enfin, qu'est-ce que ça vous avait fait de partager autant de vous et de questions assez intimes quand même.
En fait, ça me semblait être une question de justesse. C'est-à-dire, je vais pas demander aux gens, à tout le monde, allez, vas-y, raconte-moi, montre-moi ce que t'as au fond du ventre et tout, vraiment, et de pas le faire moi. Ça me fait un exercice d'honnêteté. Et donc j'ai essayé de le faire de la façon la plus honnête possible, c'est-à-dire sans m'étaler quand même dans un truc de. Par exemple, j'aimerais pas faire comme si moi j'avais tout compris, parce que je le ferais oh là là. Ouais, je sais pas du tout, je suis pas très sûre de grand chose. Mais ça me paraissait, voilà. Juste, donc par exemple, il y a un épisode sur un chapitre qui s'appelle Devenir chèvre, voilà, sur le rapport au corps. Mais dans chaque truc, quand même, où j'essaie de dire des choses, de pas trop penser encore une fois, pour pas essayer de prendre trop de place, mais d'assumer quand même le récit en disant, OK, je fais ça pour qu'on puisse s'identifier. Je sais aussi qu'il y a plein de personnes qui m'écoutent qui ont un peu le même profil que moi, donc des petites meufs hétéros de 30 ans, CSP+, blanches. Et ouais. Donc de pouvoir offrir ça comme identification pour suivre le fil des réflexions. Voilà. Merci, parce que ça aide bien aussi. Merci. Et la question que j'avais, mais vous avez un petit peu répondu, mais vous pourrez peut-être répondre un peu plus précisément, c'est quelles adaptations vraiment vous avez dû faire de ce que les gens vous disaient en podcast pour les mettre à l'écrit, vraiment de façon d'adapter, et est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez dû renoncer du podcast, que vous avez dû lâcher quand vous êtes passé au texte? Alors, d'accord. Du coup, je me tourne vers Karine Lani, parce que c'est elle qui a tout adapté, en fait, avec l'aide de Bertrand Guillot. Vous voulez venir? Vous voulez répondre? Alors, effectivement, si vous faites l'exercice de prendre le transcript de ce que vous écoutez dans le podcast et que vous comparez avec ce qu'il y a dans le livre, vous allez voir que, en fait, ça n'a rien à voir. Et tout l'exercice, c'est justement de faire en sorte que ça ne se voit pas, qu'on l'a beaucoup, beaucoup retravaillé. Et j'associe Bertrand, parce qu'il a beaucoup retravaillé avec moi aussi sur les textes. Et c'est vrai que Victoire l'a dit, à la base, les épisodes sont très écrits. Ce qui est pas du tout le cas du travail qu'on avait fait dans Les couilles sur la table, où là, on partait d'une matière qui était des entretiens et qu'on avait synthétisé. Donc, le travail d'écriture, il était sur l'écriture du livre, alors que là, le travail d'écriture, c'est vraiment Victoire qui l'a fait pour l'écriture du podcast, mais même si c'est très écrit pour le podcast, c'est écrit pour l'oral. Donc, la difficulté éditoriale, c'est vraiment comment on transforme ça en livre. Donc, alors, ne faites pas l'exercice, croyez-moi, je vous assure, c'est très différent. Mais la grande difficulté, c'était comment on restitue la richesse orale du podcast. Et donc, on a fait plein de tentatives, et puis on a fixé des choix, et notamment des choix graphiques, des choix de maquettes qui permettent de faire entendre les différentes voix. Alors, normalement, en tout cas, on a mis tout notre cœur à le faire du mieux possible, et vous devriez même pas vous en rendre compte. En fait, vous allez, même si vous ne connaissez pas le podcast, vous allez entendre les voix qui vont s'ajouter progressivement à la lecture. Et ça, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est vraiment un très, très gros travail. Et c'est pour ça que c'est pas du tout un livre qui n'est que l'adaptation, que le transcript du podcast. Et que c'est pour ça que des gens qui ont déjà écouté le podcast vont y trouver vraiment quelque chose en plus. Je le dis d'expérience parce qu'on a fait le test sur beaucoup de gens, parce que c'était effectivement une question qu'on se posait. Et puis aussi, évidemment, ça va toucher toutes les personnes qui n'ont pas écouté le podcast et à qui ça donnera peut-être envie d'écouter le podcast et qui l'entendront d'une manière encore différente. Et puis, ça permet d'y revenir, de se poser sur des choses qu'on a entendues et d'y revenir et de continuer la réflexion. Et la grande discussion, la grande conversation collective. Et la dernière question, ça sera moi. C'est pour toi. Ouais. Okay. Parce que du coup, moi, j'aime beaucoup les podcasts, notamment ceux-là. Et je trouve ça hyper intéressant. Et surtout, ce que j'aime, c'est que quand tu poses une question, en tout cas sur les couilles sur la table, quand tu posais une question, j'avais l'impression que c'était exactement ce que je voulais dire à ce moment précis. Et je trouve ça hyper intéressant. Et je voudrais savoir du coup comment tu travailles, parce que je te trouve tellement pédagogue et que c'est tellement clair. Enfin, je trouve que tout est hyper fluide et à chaque fois je me dis mais ouais, ça me paraît tellement facile. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu peux travailler comment tu as travaillé sur les couilles sur la table et comment tu as travaillé sur Cœur sur la table, qui est quand même sensiblement différent. Donc, c'est quoi ta méthode de travail pour rendre tout cela si accessible? Pourquoi vous riez? Regarde, ils sont morts de Parce que c'est pas si facile.
Donc en fait, oui, pour le son, donc il y a Joël Ronez qui est mon patron, Caril Lanini qui est mon éditrice et agente, Bertrand Guillot qui est mon amoureux et mon co-auteur. Et ils sont morts de rire. Oui, je vois ça. Quelle est ma méthode de travail? Parce que du coup, je trouve que ça marche. Alors peut-être qu'elle en a pas et ça marche et bravo. Non mais merci. En tout cas, c'est très gentil tout ce que tu as dit sur le fait que ce soit fluide et tout. J'apprécie beaucoup ça, que ce soit. J'essaye en tout cas. En tout cas, moi, je trouve ça hyper fluide et je trouve que ça va exactement dans les interrogations que je me fais au fur et à mesure. C'est exactement chaque fois tu suis exactement la ligne que je me fais. Aux réponses, les questions que tu poses, je les trouve à chaque fois, je me dis, c'est exactement ce que j'aurais posé comme question. Et ce qui n'est pas toujours le cas quand je regarde des entretiens avec des essayistes, etc. Donc, à chaque fois, je trouve que, merci, en tout cas, pour moi, ça tombe juste, quoi. Merci beaucoup. Alors, écoute, pourquoi il rigole? Parce que, en fait, je suis connue pour être tout le temps en retard, pour pas rendre mes trucs à l'heure, pour dire ça va pas du tout à chaque fois que je fais un entretien, n'importe quoi, je dis que c'est la catastrophe, j'ai tout merdé, c'est pas vrai, c'était pas ça, j'ai l'air stupide, j'ai l'air conne, vraiment, je suis horrible, pourquoi? Voilà, c'est un enfer en fait de travailler avec moi aussi. Alors bravo. Voilà. Pas que, en fait la réponse n'est pas que, mais c'est très pénible pour ça. Faut me regonfler là comme un vieux matelas pneumatique crevé toutes les semaines, faut me remotiver à me dire mais si Victor ça va aller, monsieur ça va être bien, mais je t'assure, mais oui quand même. Donc c'est trop relou. Et pour moi aussi par ailleurs. Mais la méthode est donc comme je pense que je suis nulle et tout ça, et en fait je travaille, je pense. Mais du coup il va falloir changer un truc en fait dans le futur proche, parce que je vais pas rester comme ça toute ma vie. Et donc en fait la méthode consiste pour les entretiens à lire tout ce qu'avait écrit l'invité. Ça c'est quand même la méthode pour que je sois bien, voilà. Mais pareil, je voudrais changer ça parce que en fait je trouvais que je travaillais pas assez mes questions. Enfin bref, il y a plein de trucs que je veux améliorer, voilà, pour après. Non, et après, je pense que, je sais pas, ça va avec des principes où je me dis, par exemple, il n'y a pas de honte à pas savoir, que tout le monde n'a pas les références, et vraiment, tout ça, c'est OK. C'est pour ça qu'à chaque fois j'essaie de pas être excluante comme ça, c'est des principes, et après, c'est aussi beaucoup de principes ou de façons de faire dont on discute en équipe. En fait, moi, mon travail, je suis pas du tout seule, en fait. Le fait d'être à Binge Audio, ça veut dire que je peux échanger avec mes collègues et mes consoeurs et confrères sur ça. On écoute beaucoup de choses, on se critique avec mes amis aussi. J'ai plein d'amis, on décortique notre travail, on s'échange des techniques, on écoute des trucs, donc c'est un peu ça la méthode. Enfin, ma méthode pour l'instant a été de ne faire que travailler, d'y penser tout le temps. Voilà, mais du coup, je voudrais arrêter ça. Pour faire mieux. Voilà, quelle est ma méthode. Et enfin, la méthode, donc ça c'est pour les couilles, pour les entretiens. Et pour le cœur, c'est le collectif. Voilà la méthode. Donc ça veut dire d'impliquer beaucoup les personnes avec qui je travaille, qui sont beaucoup impliquées. Et vraiment, le cœur sans Diane Jean, c'est pas le cœur. Sans Solène Moulin, la réalisatrice, qui a quand même composé toutes les musiques sur mesure pour chaque épisode. Enfin, tout ça. Et c'est pour ça que, par exemple, à la fin du livre, il y a une partie qui s'appelle Prolongation avec coulisses. Et on raconte concrètement le travail qu'elles font. Et qu'est-ce que ça veut dire, de travailler tous ensemble. Voilà. Et il y a beaucoup de réécriture impliquée et beaucoup de trucs rendus à la dernière minute et de trucs écrits la nuit. La veille de l'enregistrement. Que je rechange dans le studio. Donc vraiment, c'est une méthode tout à fait inefficace. Si, ça marche du coup. Hein. Ça marche, c'est vrai. Mais c'est un peu pénible pour les gens avec qui travaillent avec moi. Donc je vais changer ça avec plein de livres de self-help, probablement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous la connaissiez pas? Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça te fait un truc la première fois? Elle est incroyable cette chanson. Je savais pas que je chantais. Ça a l'air comme ça là. Ouais, parce que le podcast c'est vrai, on a pu en fait c'est en même temps. Ils sont un peu dégoûtés.
c'est la fin. Le tout dernier matin, le tout dernier refrain, c'est vraiment la fin de la saison 1 du Cœur. Merci à Naomi Titi avec qui on a fait ce montage. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus lors de ces rencontres. Merci de soutenir les librairies indépendantes qui permettent d'organiser ce genre d'événements, qui sont des lieux uniques en leur genre dans le monde. Parce que oui, je le rappelle, en France, on a la chance d'avoir plus de 3000 librairies où trouver toujours de bons conseils de lecture. Je vous dis en passant qu'il existe un groupe Facebook des fans du podcast Le Cœur sur la table où s'organisent de nombreux cercles de parole dans des dizaines de villes différentes. Et je vous remercie encore pour vos lettres, vos réactions, votre écoute. Merci à Elisa Grenet d'avoir réalisé cet ultime épisode. Merci à vous, vive les podcasts et salut.